Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui il va falloir s'accrocher. Dans les précédentes vidéos, on s'est arrêté au rachat de Ford par New Holland. C'est Fiat Agri qui rachète Ford New Holland en 91. Mais cette histoire n'est pas destinée à cette vidéo. Ou même celui de Yash par Caz. Eh bien, à présent, c'est l'heure du dénouement de tout ça. Je vais tout vous expliquer au sujet de ces marques qui forment aujourd'hui le groupe CNH pour Caz New Holland, mais aussi de la marque Fiat qui a une grande implication là-dedans. Allez, mets ta ceinture, c'est parti! Bon, il faut que je vous parle du groupe CNH, car après tout, c'est le sujet de la vidéo. Mais pour vous parler de CNH, il faut forcément que je vous parle de Caz et de New Holland. Jusque là, c'est logique. Dans la vidéo sur Yash, mais aussi celle sur Ford, on s'était arrêté à la reprise de New Holland par Ford et de Yash par Caz. Petite parenthèse, je vous invite à aller voir ces deux vidéos qui pourront vous aider à mieux comprendre celle-ci, ainsi que celle sur Fiat qui n'y est pas pour rien du tout dans CNH. Ceci étant dit, parenthèse refermée. Pour que Caz rachète Yash et que New Holland se fasse racheter par Ford, il a fallu qu'ils aient tous les deux une histoire avant. Débutons donc cette vidéo avec celle de New Holland. Tout commence en 1895 en Pennsylvanie aux États-Unis où Abraham Zimmerman crée un atelier de réparation de matériel dans la ville de New Holland qui, comme vous l'avez deviné, donnera son nom à la marque à l'épi. En 1903, Abraham fonde donc la New Holland Machine Company et se met à fabriquer du matériel agricole. Rien de bien fou encore à ce moment-là, on parle de moulins à grains pour concasser le blé ou de broyeurs à maïs manuel. En 1917, Abraham vend l'intégralité des parts de son entreprise. Il aura été à la tête de son entreprise pendant seulement 14 ans. Je n'imagine même pas comment il aurait été dégoûté d'avoir tout vendu en sachant ce que c'est devenu aujourd'hui. On arrive directement en 1940 où l'entreprise va mal financièrement. Elle est reprise par une équipe d'ingénieurs qui ont la bonne idée d'innover un peu pour sauver la barque. Leur nouveauté, ce n'est ni plus ni moins que la première presse à balles à ramassage automatique de la marque, avec le modèle 73. Les années suivantes, d'autres modèles de presse sortiront avec par exemple la 77, comme vous pouvez le voir, avec un moteur indépendant. En 1947, New Holland se fait une nouvelle fois racheter par la Sperry Rand Corporation et devient Sperry New Holland. Il faut bien se dire que Sperry, c'est vraiment une entreprise qui a beaucoup de moyens. Il fabrique du matériel de navigation, les premiers ordinateurs analogiques pour guider des tirs de canon ou encore dans l'aviation. Attention, on arrive aux choses sérieuses. En 1961, avec l'arrivée de la première ensileuse automotrice New Holland, avec la SP 818. Elle était équipée d'un V8 Chevrolet de 130 chevaux essence. Je n'ai malheureusement pas trouvé de vidéo pour vous montrer. En 1963, toujours pas de tracteur, mais première faucheuse en déneur automotrice de la marque LP, avec le modèle 900 Speed Rover. En 1964, Sperry New Holland rachète une bonne partie de la marque Claas, qui a notamment créé l'une des premières moissonneuses d'Europe avec la Claas MZ en 1952. Cette même année, c'est aussi l'arrivée de leur première faucheuse conditionneuse avec la série New Holland A-Bin, qui est une conditionneuse à rouleau. Pour les plus curieux d'entre vous, j'ai aussi fait une vidéo dédiée aux faucheuses. En 1975, New Holland sort la première moissonneuse batteuse double rotor au monde, avec la TR70. Mais c'est en 1986 qu'un gros changement arrive pour cette entreprise, année où Ford rachète Sperry New Holland et devient ainsi
Ford New Holland. Mais pour l'instant, pas de gros changements, hormis le fait que Ford peut désormais proposer du matériel de fenaison dans sa gamme. En 1990, Fiat Agri sort le F140, lors d'un énorme événement organisé le 14 juillet à Paris sur les Champs-Élysées, où sont organisées dans cette avenue une moisson grandeur nature. Je ne sais pas si certains d'entre vous y étaient, perso, j'étais pas encore né, mais ça devait être quelque chose. Vous allez me dire, pourquoi tu parles de Fiat? Bah parce que je n'ai pas le choix. Fiat l'année d'après, en 91, rachète Ford New Holland, pour des raisons que j'ai déjà citées dans la vidéo sur Ford, donc encore une fois, n'hésite pas à aller la voir. D'ailleurs, tu peux aller voir la vidéo sur Fiat aussi, car là, ce n'est ni plus ni moins que la suite. J'en étais où? Ah oui, Fiat Agri rachète Ford New Holland en 91, enfin 80% des parts et en devient totalement propriétaire en 94, et renomme la société juste New Holland, qui est finalement le nom d'origine de la marque. Et fini le Fiat Agri ou le Ford New Holland. Enfin, pas tout à fait. Les modèles déjà existants des marques Fiat ou Ford ont à présent sur le capot New Holland, ainsi que Fiat ou Ford, en fonction des modèles. Par exemple, chez Fiat, avec le 190 que j'avais oublié d'aborder comme premier 6-cylindres atmosphérique de la série des 90, et que vous avez été nombreux à me le rappeler en commentaire. Mais réfléchis bien, tu n'as absolument rien à te reprocher, même pas un petit écart de conduite. J'ai rien fait, monsieur. Je Oh, alors tu as été absolument irréprochable, c'est ça? Irréprochable. Ainsi qu'avec le Fiat 8066 qui est devenu le New Holland 8066 que j'avais lui aussi oublié dans la précédente vidéo. Et oui, je ne suis pas infaillible, mais ça, vous le saviez déjà. Maintenant que j'ai rattrapé mes erreurs, les tracteurs Ford ont eu, eux aussi, le droit au même traitement, avec par exemple le Ford 8340. Qui est devenu New Holland Ford 8340. Comme vous avez pu le remarquer, chaque modèle conserve une couleur qui lui est propre. Le rouge pour les modèles venant de chez Fiat et le bleu pour ceux venant de chez Ford. Ensuite, New Holland, ou devrais-je dire Fiat Agri, je ne sais pas, a sorti en 96 des modèles similaires aux deux marques. Enfin, je parle bien de New Holland, mais je veux dire qu'ils ont sorti le même modèle en rouge et en bleu, avec par exemple le New Holland Ford 8560 en bleu, et le New Holland Fiat Agri M160 en rouge. Qui sont les deux mêmes tracteurs. Je suppose que c'était pour satisfaire toute la clientèle de l'époque, les fans de Fiat d'un côté et les fans de Ford de l'autre. Ça reste une supposition, si ce n'est pas la vraie raison de ces doublons, et que vous avez l'info, je suis preneur de celle-ci, en commentaire. Par la suite, New Holland fera d'autres séries similaires avec, par contre, cette fois-ci, la même dénomination, mais toujours la différenciation des couleurs, avec par exemple le TS100 rouge Fiat et le même en bleu Ford. Je vois un petit peu cette période comme la période New Holland Fiard, qui est la contraction de Fiat et Ford. Oui, je sais, ça n'a rien d'historique ça, mais c'est ma façon à moi de voir les choses, et j'avoue que ça me fait bien rire. Vient l'année 1999, et Fiat, en plus de posséder New Holland, décide de racheter CASIH pour former le groupe CNH Global pour CAS New Holland. Sauf que je ne peux pas vous raconter la suite tant que je ne vous ai pas parlé de CAS. Alors certes, vous connaissez déjà l'histoire de Yash jusqu'à ce qu'il se fasse racheter par CAS, enfin si vous avez vu la vidéo sur Yash, sinon vous savez ce qu'il vous reste à faire. En revanche, jusqu'à 1999, CAS a sa propre histoire et je vais vous la raconter. Mais pour cela, il va falloir une fois de plus remonter dans le temps. Pouvoir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule. Par ailleurs, la carrosserie étant en acier inoxydable, la dispersion des flux... Attention!
Du côté de chez Caz, l'année qui nous intéresse, c'est il y a plus de 2 siècles, où Jerome Increase Caz, né à Williamston dans l'état de New York, aux États-Unis. Bon, pour votre bien, on va l'appeler Jérôme, ça évitera de vous faire souffrir avec mon terrible accent anglais. Jérôme grandit dans une famille d'agriculteurs et il entend parler d'une machine capable de couper le blé sans que l'on soit obligé d'utiliser ses mains. Et ça va le fasciner. C'est avec cette idée que Jérôme crée en 1842 l'entreprise J.I.K. Threshing Machine Company, avec laquelle il fabrique des machines à battage manuel qu'il a améliorées à partir de modèles existants. En 1843, il déménage à Racine, dans le Wisconsin, pour que son entreprise ait accès à l'énergie hydraulique. En 1865, Caz introduit le nouveau logo avec l'Old Abbey, qui est l'aigle du 8e régiment d'infanterie de Wisconsin. En 1869, Caz construit le premier tracteur à vapeur. Bon, on va être franc, ce n'est pas vraiment un tracteur à proprement parler, puisqu'il ne tracte pas. D'ailleurs, il est lui-même tracté par des chevaux, et il ne sert que pour faire tourner une poulie, qui elle-même fait tourner la courroie qui sert à faire fonctionner la batteuse de l'époque. 1871, McCormick, qui est un concurrent à ce moment-là, voit son usine partir en feu, et Caz propose un coup de main en lui construisant des machines pour lui. Mais McCormick refuse la main tendue. Je ne sais pas s'il a refusé par fierté ou pour une autre raison économique, mais je serais curieux de le savoir. S'il avait su qu'un gros siècle plus tard, Caz rachetait son nom et tout ce qui en découle, est-ce qu'il aurait changé d'avis et accepté l'offre de Caz de le dépanner? On ne le saura jamais, mais j'avoue que j'aurais été curieux d'avoir la réponse. En 1976, soit 7 ans après le premier, Caz construit le premier tracteur à vapeur autotracté. Alors oui, on a progressé, mais il y a encore un petit détail. Nous avons encore besoin de chevaux. Pas pour le tracter puisque ce coup-ci, le moteur le fait, mais pour réussir à se diriger. Oui, là on est vraiment dans les balbutiements du machinisme tel qu'on le connaît. 1878, Caz remporte la première place à l'exposition de Paris qui se déroule sur les champs de Mars avec sa batteuse fixe, ce qui l'emmène à exporter une grande quantité à l'international. D'ailleurs, en 1884, après avoir entendu parler qu'une de ses batteuses était en panne dans une ferme du Minnesota, Jérôme Caz s'y rendit, ne réussit pas à la réparer lui-même, péta un plomb et y mit le feu. Bon, je vous rassure, le mec c'est un bon. À son retour dans le Wisconsin, il lui envoyait une batteuse flambant neuve direct. C'est pour vous dire à quel point le gars veut que tout soit parfait. Une machine ne marche pas? Pas de soucis, je vous envoie une neuve. Après y avoir mis le feu quand même. Imaginez, vous avez un mécano qui vient chez vous réparer du matériel ou un tracteur et il n'y parvient pas. La concession ne va pas changer votre tracteur par un neuf. Au mieux, le mécano il fout le feu, ça oui par contre. En 1890, Caz était le plus gros fabricant de moteurs à vapeur, avec des moteurs allant de 9 chevaux jusqu'à 150 chevaux, qui servaient à l'époque pour tout un tas de choses. Des rouleaux compresseurs, des bateaux et évidemment des tracteurs. Mais en 1892, seulement un an après le décès de Jérôme Caz, un certain John Froelich fabriqua le premier tracteur à essence qui était destiné à faire fonctionner les batteuses Caz. Et devinez quoi? Ce fut un carton. C'est faux. C'est juste totalement faux. Faux! Totalement faux! Les agriculteurs de l'époque étaient récalcitrants au changement et souhaitaient garder leur tracteur à vapeur. Le moteur à essence? Mais qu'est-ce donc cette diablerie? C'est diablerie, c'est diablerie! Pourtant, ce n'étaient pas les problèmes avec les moteurs à vapeur qui manquaient. Dans beaucoup d'endroits, on manquait de charbon ou de bois pour le faire fonctionner. Et on avait aussi pas mal de soucis avec l'eau qui, quand elle était calcaire, entartrait tout le moteur. Bon, après, on ne peut pas en vouloir à l'agriculteur de l'époque d'avoir refusé le progrès, car le progrès en question n'était autre qu'un moteur à essence de 4,5 chevaux monocylindre posé sur un vieux châssis en bois. Après, faut bien un début à tout. Petite parenthèse, mais Caz a aussi fait des voitures de 1911 à 1926, avec 2 modèles, la JIC et la Caz Touring Y. Il faudra attendre 1927 pour que Caz remplace définitivement le moteur à vapeur, avec ses modèles peints en noir et vert, par le moteur à explosion avec des modèles maintenant peints en gris. Pendant la guerre, Caz ouvrit 3 nouvelles usines pour pouvoir fabriquer des tracteurs et machines agricoles. Et encore une fois, c'est faux. C'est juste faux. Totalement faux! Pas du tout ça! Non! Il faut vraiment que j'arrête avec ça. Non, ces 3 nouvelles usines servent en grande partie à fabriquer des obus pour l'armée américaine, des pièces de bombardiers B-26 ou encore pour les chars Sherman. En 1957, Caz rachète ATC pour American Tractor Corporation qui produisait des tracteurs à chenilles ainsi que des bulldozers. Mais aussi des tractopelles avec le premier fabriqué ensuite par Caz, le 320. « 1960, c'est l'année de sortie du Caz 830, 4 cylindres de 74 chevaux, c'était déjà un beau bébé pour l'époque. En 1972, Caz rachète un gros fabricant de tracteurs à l'époque, j'ai nommé David Brown. Mark
que j'aborderai probablement dans une vidéo dédiée aux marques disparues. Tiens, dites-moi en commentaire si une vidéo sur les marques de machinisme agricole qui ont disparu vous chaufferait ou pas du tout. Cette vidéo existera ou pas en fonction vraiment de vos commentaires. Bon, on n'en a pas fini avec les rachats puisque Kaz rachète en 1974 de grandes parts dans la marque qui, vous le savez, est une marque bien établie dans le PP. En 1984, Kaz rachète International Harvester pour donner la nouvelle marque Kaz Yash. Si cela vous intéresse, j'ai aussi fait une vidéo sur le sujet. En même temps que le rachat de Yash, Kaz sort sa série 94 qui vient remplacer la série 90 avec par exemple le 1690. La série 94 a commencé à être vendue avec l'ancienne couleur de Kaz, le blanc, puis rapidement vendue aux nouvelles couleurs de Kaz Yash, le rouge. Elle commençait du petit 1194 3 cylindres et de ses pas tout à fait 50 chevaux, en montant avec le 1294 4 cylindres de 60 chevaux, on passe par le 1494 4 cylindres turbo et ses 83 chevaux, on grimpe avec le premier 6 cylindres de la gamme avec le 1594 et ses 95 chevaux, et on finit avec le plus gros tracteur de la gamme que j'appellerai tracteur standard avec le 2294 6 cylindres turbo de 141 chevaux. Bon, j'avoue, toute cette gamme a selon moi une gueule un peu chelou. Mais ce n'est que mon avis. Cette gamme possède aussi des tracteurs avec 4 roues égales, avec par exemple ce 4894 6 cylindres turbo, lui aussi, mais par contre de 277 chevaux. Les premiers tracteurs conçus par la nouvelle marque furent les Magnum 7100 en 87 pour les États-Unis, puis pour nous en 89 avec par exemple le 7146 cylindres de 230 chevaux. Et là, j'avoue que c'est un tracteur que j'aime beaucoup. En parallèle de ces modèles, Kaz Yash continue de produire les anciens modèles de Yash, avec évidemment le 1455 XL aux nouvelles couleurs de la marque qui fut produit jusqu'en 1996. En 1986, on continue le bal des rachats avec cette fois-ci la marque Steiger qui fut intégrée à Kaz et qui produisait des tracteurs de forte puissance avec par exemple ce Steiger ST 250. Bon, les rachats, c'est fini. C'est faux! Encore une fois, c'est faux. Pas du tout ça. Non. J'ai envie de te dire menteur. Menteur. Non mais c'est fou, hein, je ne peux pas m'en empêcher. C'est cette fois-ci au tour de Steyr de se faire acheter, mais garderont leur indépendance et continueront à sortir des tracteurs sous leur marque avec par exemple ce Steyr 9105 de 1998. Et nous voilà en 1999, là où on s'est laissé tout à l'heure. Et c'est le moment fatidique où Fiat rachète Kaz Yash et fusionne les deux marques, Kaz Yash et New Holland, pour donner le groupe CNH. Sauf que faire un groupe de cette ampleur, c'est vraiment énorme. Et ça donne un vrai coup de masse à la concurrence. C'est pour ça que la Commission européenne de la concurrence a obligé le groupe à vendre une partie de ses actifs, pour éviter qu'il devienne un monopole et n'écrase trop la concurrence. C'est comme ça que 2 usines vont être cédées, ainsi que les marques McCormick et Laverda. Le tout fut vendu au groupe Argo, qui possède aussi Landini. Bon, qu'on se le dise, à partir de maintenant, les modèles qui sortent, que ce soit Kaz ou New Holland, et même un peu avant pour New Holland, bah c'est un peu des Fiat au final. Bah oui, les deux marques appartiennent au final à Fiat, enfin c'est juste mon avis, hein. Après, je n'ai pas dit que c'était bon ou mauvais, mais c'est quand même un peu des Fiat. De là à dire que vous conduisez des Fiat 500, il y a quand même pas, hein. Au moment où le groupe CNH se forme, on a du côté de chez Kaz la série CS, avec par exemple le CS 150 qui vient remplacer le 1455 XL en 97.
En 2003, la série CVX arrive chez Kaz avec par exemple le CVX 170 6 cylindres, 2 cylindres 6 de cylindrée. Chez New Holland, on peut aussi citer la série des TM avec par exemple le TM 120 apparu en 2002 avec ses 122 chevaux. Après, Fiat a choisi de pas mal mutualiser les pièces pour les deux marques, avec par exemple des tracteurs pratiquement identiques à l'exception du capot et de la couleur, avec chez Kaz la série des JX et chez New Holland la série des TDD. Regardez par exemple les similitudes entre un GX 95 et un TD 95D. Le moteur 3,9 litres est le même, la cabine est en très grande partie la même, et même le réservoir de 92 litres est le même. Heureusement, ils se sont arrêtés au tracteur de faible puissance. C'est faux, totalement faux, c'est juste faux. Faux! Faux, totalement faux, n'importe quoi! Putain, je commence à être lourd avec ce gag. Prenez par exemple un Kaz IH Puma 210 de 2007. Et comparez-le avec un New Holland T7060. Bah devinez quoi, ils ont tous les deux le même moteur, par exemple de 213 chevaux, 6 litres 7 de cylindrée, encore une fois, le même réservoir de 439 litres. Oui je sais, c'est une info pas forcément utile, mais ça donne une idée de jusqu'où ils ont pu aller pour optimiser la conception en mutualisant les pièces. La cabine est en grande partie la même, mais par contre ils ont fait un intérieur bien distinct pour les deux marques. En revanche, vous savez ce qui est bien différent entre les deux marques? Hormis la couleur, je vous vois venir, une vraie différence entre les deux, c'est le pont. Kaz utilise des ponts, tout ce qu'il y a de plus classique. En revanche, New Holland propose au catalogue ce qu'ils appellent le pont Super Steer. Ce pont avant permet d'avoir un rayon de braquage beaucoup plus court. Avec le Super Steer, évidemment les roues tournent, mais pas que. Le pont entier tourne aussi, avec du coup le porte-masse, mais aussi le matériel attelé à l'avant, dans le cas d'un relevage avant. Ce pont permet donc de réduire le nombre de manœuvres, notamment en bout de champ. Aujourd'hui, les gammes sont très variées chez les deux marques. Par exemple, on va chez Kaz du plus petit avec la série des Farmal, qui va du Farmal 55A au Farmal 120C. On a ensuite la série des Vestrum, qui est une gamme de tracteurs polyvalents en 4 cylindres, avec par exemple le Vestrum 120. On monte en gamme avec les Maxum, avec notamment le Maxum 150 en 6 cylindres. Puis viennent les Puma, qui vont du Puma 140 au nouveau Puma 260. Et tout ça avec le même moteur 6 litres 7. Ensuite vient la série des Optum, et là on est déjà dans du très très gros, avec par exemple le Optum 300. La série qui suit n'est autre qu'une série emblématique de la marque, je veux bien évidemment parler des Kaz Magnum, qui existent quand même depuis 1987, soit plus de 30 ans quand même. Maintenant, niveau puissance, on ne rigole plus. On parle de tracteurs allant jusqu'à 400 chevaux avec le Kaz Magnum 400. Et finissons dans une autre dimension, avec les Kaz IH Quad-Track allant de 476 jusqu'à 778 chevaux, avec le Quad-Track 715 et ses 15 litres 9 de cylindrée.
Le bébé est équipé de réservoirs latéraux atteignant un total de 1968 litres de GNR. Je ne voudrais vraiment pas être celui qui fait le plein. Maintenant, regardons à quoi ressemble la gamme actuelle de chez New Holland. Et commençons, pour ne pas changer avec les plus petits, avec la série des boomers. Et je ne parle pas de vieilles personnes qui n'aiment pas le changement, mais je parle bien d'une série de tracteurs, ou plutôt de micro-tracteurs allant de 24 à 57 chevaux. Avec par exemple le petit boomer 55. Hormis la série Boomer, New Holland organise ses séries avec la lettre T, allant des T4 au T8. Le premier tracteur standard arrive donc avec la série des petits T4, avec par exemple le T4 75S. Il possède même un T4 électrique avec le T4 Electric Power qui fait a priori l'équivalent de 73 chevaux, mais je ne l'ai malheureusement jamais vu au travail. Ensuite, très logiquement, on monte en gamme avec les New Holland T5 avec par exemple ce beau T5 140 Dynamic Command. Nous voilà maintenant à la gamme des T6 allant du T6 145 jusqu'au T6 180 de 150 chevaux. Ah oui, il faut que je vous précise un truc. Chez Kaz, pas de problème. La plupart du temps, si vous avez par exemple un Puma 140, il a bien une puissance de 140 chevaux nominale. Ou en tout cas, il n'en est vraiment pas loin. Par contre, chez New Holland, ils sont un petit peu plus coquins avec leur dénomination. Prenons un T6 145, qui dans mon inconscient pourrait être légèrement supérieur au Puma 140. Bah non, pas du tout. Le T6 145 ne développe qu'une puissance nominale de 116 chevaux. C'est déjà très bien, hein, mais ce n'est pas 145 chevaux. En fait, il atteint bien les 145 chevaux, mais seulement avec la surpuissance. Vous allez me dire, tu vois, finalement, il fait la même puissance que le Puma. Bah non, car le Puma, lui aussi, dispose de la surpuissance et avec laquelle il atteint les 175 chevaux. En fait, l'équivalent en puissance d'un Puma 140, c'est un T6 175 qui fait 145 chevaux en puissance nominale. Bon, j'espère que je ne vous ai pas perdu avec mes explications, surtout que cela n'a pas grande importance au final. Il suffit juste de connaître le truc pour savoir réellement à quel tracteur on a affaire. Maintenant que je vous ai bien perdu, je complète la gamme T6 avec un tracteur qui tourne au pet de vache, avec le T6 Methane Power. Cette version du T6 180 tourne donc au gaz, ce qui lui permet de faire sauter tout le système anti-pollution, et notamment l'AdBlue, et permet aussi à certains d'entre vous qui produisent du biogaz de faire un plein maison. Grandissons encore avec les nouveaux T7, allant du T7 165S jusqu'au T7 340 HD. Mais les T7 disposent même en leur sein d'une gamme avec châssis long, avec par exemple ce chouette T7 300. Et finissons en beauté avec le plus gros d'entre tous, le T8 435 de 8,7 litres de cylindrée. Comme vous avez pu le voir, les deux marques disposent d'une gamme de tracteurs très large et d'une plutôt bonne image, et cela se ressent dans les ventes. En 2023, le classement des ventes de tracteurs standards et spécialisés en France donne Kaz IH 6ème devant Valtra avec 7,6% des parts de marché, et New Holland est carrément sur la deuxième place du podium derrière John Deere et devant Fendt avec 15,4% des parts. Fiat et le groupe CNH ont de beaux jours devant eux. La vidéo est terminée, mais avant de partir, je tiens à vous remercier car nous avons passé les 2000 abonnés à l'heure où j'écris cette vidéo. Donc pour ceux qui ne sont pas abonnés, et ça représente quand même plus de 88% d'entre vous, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire.
On clique sur le bouton s'abonner, ça aide vraiment beaucoup, surtout quand j'ai en tête de belles choses qui devraient arriver. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je n'ai pas pu être exhaustif sur tous les points, et j'ai même peut-être fait des erreurs. Oui, moi aussi, ça m'étonne, mais je suis imparfait. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et à éventuellement corriger mes erreurs s'il y en a. N'oubliez pas non plus la page Facebook Faroji où j'organise des duels entre tracteurs. Et pour ceux qui auraient vu la partie 2 sans avoir vu la partie 1, je vous mets la vidéo sur Fiat ici. Je vous souhaite une bonne journée, c'était Faroji. Tchuss!